Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat du Nana FM de ce mardi 7 mars 2023. Les organisations de la société civile, à l'instar de la coalition Lindao, le Front citoyen Togo Debout, maintiennent leur position dans le cadre du rapport de la Cour des comptes du Togo sur la gestion des fonds de riposte Covid et de solidarité Covid-19. Elles appellent donc à un meeting le 1er avril prochain. Les explications du gouvernement à l'Assemblée nationale n'ont-elles pas été convaincantes? Pour répondre, nous recevons sur notre plateau Innocent Kabara. Il est député PDP à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. C'est toujours un réel plaisir. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djougadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, honorable, merci pour votre disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, vous avez visité quelques universités marocaines. Est-ce pour une promenade des gens heureux où il y a un projet pour la jeunesse, bien sûr, qui se cache derrière? Non, il n'y a pas de promenade. Hein? On n'est pas encore à ce niveau-là. Le jour où on va vouloir se promener un peu, c'est quand on aura 10 ans. C'est pour des choses véritablement utiles. Vous n'êtes pas sans savoir que je conduis un programme au niveau du RAF7. En réalité, la personne que vous voyez a 3 casquettes. La casquette politique, la casquette associative et puis la casquette économique. Économique, tout le monde sait allumer un peu ce que nous faisons. Politique, le PDP n'a plus à présenter. Maintenant, au niveau du RAF7, c'est une ONG avec un accord de siège au Togo qui permet d'aborder les questions même de panafricanisme, de formation, de renforcement de qualité, de renforcement de capacité, d'entrepreneuriat des jeunes et de financement des projets. Surtout l'entrepreneuriat des jeunes, l'employabilité et le financement des jeunes, c'est un facteur clé de développement. Donc, depuis l'année passée, nous conduisons un programme d'excellence qui porte notre nom, un programme d'excellence Innocent Kabara. Et dans ce cadre, nous avons sélectionné des jeunes que nous avons envoyés au Maroc. Et c'est un projet qui a un coût global, une prise en charge de 100 millions pour l'année passée. Les 26 jeunes sont à l'université d'Agadir. Et je ne dis pas forcément que c'est mon argent, hein, c'est l'ensemble des contributeurs, des partenaires, c'est un programme d'excellence. Et il y a aussi des gens qui nous aident, même sur place. Hein, l'argent ne vient pas forcément de... voilà. Donc, c'est un programme, ces jeunes-là sont sélectionnés par domaine et ils sont envoyés dans les meilleures universités. Nous avons la chance d'avoir le Maroc avec l'accord d'exemption de visa qui nous facilite la tâche. Et le Maroc, c'est un pays maghrébien quand même qui n'est pas comme les autres. Je pense que quand vous avez un chef d'État, vous avez des gens qui ont une vision, vous voyez un peu comment le pays a changé. Ça fait la 3e fois que je visite le Maroc, vous voyez les changements. C'est des changements majeurs. Vous comprenez là où les gens là veulent aller. Et ils ont véritablement une vision. Et les villes, vous prenez une ville comme Agadir, incroyable. Incroyable en quelques années, le bon qualitatif qu'ils ont eu à faire. Vous prenez même Casa, vous allez jusqu'à Tanger, vous allez à Rabat, la propriété de la ville de Rabat, les infrastructures. Donc nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu. Nous sommes partis, l'année passée, nous avons sélectionné 26 jeunes et les 26 sont avec notre partenaire ONG local. On a un partenaire local qui va se reconnaître à travers ce que je dis. Ces 26 jeunes sont à l'université Universapolis à Agadir. Donc nous sommes partis voir les conditions dans lesquelles ils apprennent. Nous n'avons pas été surpris puisque nous savons la qualité des étudiants togolais. Ils sont parmi les meilleurs là-bas. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'on nous dit, malgré ce qu'on dit sur le système éducatif, quand on sort du Togo, on se rend compte qu'on a un système qui n'est pas mal. Donc qu'il ne faut pas faire. Donc ce n'était pas une promenade de santé. Et nous avons maintenant sélectionné 3 autres universités. Ces 3 autres universités, nous allons faire un partenariat avec ces universités pour le compte de l'année 2023-2024, où nous allons sélectionner encore plus de jeunes. Donc c'est l'université Rabat, c'est l'université internationale de Rabat, qui est une référence dans le partenariat public-privé. Nous voulons nous inspirer de ce que nous avons vu là-bas pour faire, par exemple, une université que l'université de Lomé ou de Kara pourra gérer en termes de gestion académique et pédagogique. Et nous nous occuperons des infrastructures
et faire venir l'argent, organiser, vous voyez un peu. Donc c'est ce partenariat que les privés, caisses de dépôt, tout ça là, ont eu avec l'État pour créer cette université qui est une référence au Maroc, qui est la première université reconnue au niveau des diplômes au niveau du Maroc. Alors, après, à Casa, nous avons visité Supémir et puis nous avons visité l'université Mohamed VI, la faculté de médecine qui nous intéressait et des soins infirmiers, où ils ont un centre de simulation qu'il n'y a pas dans la sous-région. Donc voilà un peu ce que nous sommes partis faire au Maroc. Alors revenant au sujet qui nous intéresse depuis plusieurs semaines déjà, ça fait débat. Quelle a été votre réaction après la publication du rapport de la Cour des comptes? Oui, comme tous les Togolais, nous l'avons lu et nous trouvons que la Cour des comptes a fait un travail magnifique. Cela dénote un peu de l'indépendance de chaque institution ici au Togo. Ils ont fait leur travail, le gouvernement, l'Assemblée nationale a réagi, les parlementaires ont réagi, le gouvernement est venu s'expliquer devant la représentation nationale. C'est ce que nous retenons. Maintenant, il faut que chaque institution, chaque groupe de pression puisse faire son travail. La Cour des comptes a fait son travail, un travail d'audit, mais je tiens à rappeler que c'est l'audit, c'est un audit de performance. C'est un audit de contrôle des procédures et de ce qui a été fait. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup d'anomalies que les gens doivent corriger. C'est ce que nous retenons. Deuxième chose, c'est que nous avons eu les explications au niveau du Parlement, ce qui prouve que le Parlement exerce son action de contrôle du gouvernement. Alors, est-ce que vous avez été convaincu par ces explications? Non, pas forcément. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes convaincus, d'autres nous sommes moins convaincus, mais il revient à chacun de se faire son idée sur ce qui a été dit, puisque c'est un débat qui a été publié sur les réseaux sociaux, publié à la télévision nationale. Donc que chacun tire les conclusions. Donc voilà, donc, nous avons notre opinion. Ils sont venus s'expliquer au Parlement. Il fallait que le Parlement, le travail du Parlement, c'était faire la pression sur le gouvernement pour qu'ils viennent s'expliquer au Parlement. Ils sont venus, nous avons posé des questions, notamment à l'économie numérique, où nous avons demandé pourquoi les explications que vous nous donnez, vous ne les avez pas envoyées à la Cour des comptes. Parce qu'il y a eu des explications dans la salle, nous, qui nous semblaient répondre à nos préoccupations. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant la publication du rapport? Donc, en réalité, la réponse de la ministre Sina m'a fait comprendre que le rapport n'a pas pris en compte la réponse qui est arrivée tardivement. Mais pourquoi cette réponse est arrivée tardivement? Ça, c'est une autre question. Alors, quand certaines organisations de la société civile pensent que les explications n'ont pas été convaincantes et demandent la démission du gouvernement, que pensez-vous de leur position? La société civile n'a qu'à faire son travail, ils sont en train de faire leur travail. Il me revient, même si le gouvernement démissionnait, c'est la majorité. Les ministres qu'on va nommer, c'est toujours des ministres unis. En quoi moi ça m'intéresse? C'est toujours unir qui est au pouvoir, c'est unir qui fera son gouvernement. Donc moi ça ne m'intéresse pas ce débat. Mais non, s'ils arrivent à faire la pression sur le gouvernement et qu'il y a démission, il y aura forcément un nouveau gouvernement, c'est tout. Donc que la société civile fasse son travail, nous on a fait notre travail. Nous allons continuer par commenter, nous allons continuer par chercher à ce que le système soit amélioré, parce que c'est une question d'audit de conformité pour voir si ce qu'on demande aux gens, ils le font selon les règles de l'art. Donc on va continuer pour que le système puisse se perfectionner. Alors, honorable, est-ce que vous prévoyez d'autres actions dans le cadre de ce rapport ou bien pour vous, il faut Dans les passer à partis autre chose? politiques, il y aura des conférences de presse, il y aura encore des interpellations. Nous allons continuer le débat, nous allons mettre la pression sur un certain nombre de ministres pour voir si dans le rapport, nous n'avons pas encore lu le rapport de 2021, 2022, est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été pris en compte. Donc nous continuons pas à faire cette pression. Cette pression, elle est permanente. Alors, qu'est-ce que les ministres, qu'est-ce qu'ils sont venus vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont présenté devant vous? Et bon, vous l'avez dit, pour certains vous êtes convaincus, pour d'autres vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qu'ils sont venus vous dire concrètement? Par exemple, sur la question des engrais, ce que nous retenons, c'est qu'il y avait urgence, il fallait commander pour que l'engrais soit disponible. Et les procédures n'ont pas été respectées, mais ce qui était important pour le gouvernement, c'est qu'on ait le produit sur place. Pareil pour le riz, où le ministre du Commerce n'a pas vu un copec de l'argent. C'est des transactions financières qui ont été faites avec la société, mais c'est le droit anglais qui a été utilisé. Donc il faut revoir un peu nos procédures. C'est le droit anglais parce que celui qui avait la marchandise, il était à Londres, c'est le groupe Olam, dont on les a contactés. Et quand vous lisez le rapport, il y a même des réponses qui sont dans le rapport parce que pour les 8 milliards dont on parle avec le ministère du Commerce, 7 milliards 600 et quelques ont déjà été payés. Le reste, c'est des questions d'enlèvement des marchandises, de douane, tout ça là. Bon, l'État a fait don de ça aux opérateurs. Parce que c'est l'État qui a commandé finalement, ce n'est pas les opérateurs.
Donc, je crois que la question de riz, le ministère du Commerce n'a pas vu un COPEC. La question des télécoms, par exemple sur les comptes Timoni et les comptes Flouze, en réalité, les techniciens du ministère de l'économie numérique, ça moi j'avais déjà la réponse. Les techniciens ne touchent pas l'argent. Les techniciens ne touchent pas l'argent. Ils identifient le groupe cible, vulnérable. Si on parle d'enseignants, on parle par exemple des gens qui ont un revenu compris entre 30 ans, on parle des femmes, tout ça là. Ils identifient, ils envoient la liste et on positionne les comptes. Et en réalité, c'est des comptes ouverts par les agents du ministère des Finances, par le Trésor public. Donc le ministère, sur cette question aussi, moi, maintenant si on prend la question du logo, le ministre a dit clairement que le logo a coûté 150 000. Mais pourquoi est-ce que dans le rapport, on ne l'a pas mentionné? En réalité, c'est ce qu'on peut leur faire comme reproche. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été clairement dit? Parce que les 15 millions dont on parle, c'est un ensemble de services que le prestataire a eu à faire. Et c'était en urgence. Donc voilà les explications que nous avons eues, que vous aussi vous avez entendues. Et comme je le dis, il revient à chacun de faire son opinion sur la question. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, est-ce qu'en lisant le rapport, vous avez constaté vous aussi qu'il y a eu des malversations? Non, il y a des insuffisances. Les procédures n'ont pas été respectées. Mais à aucun moment, je ne vois dans le rapport, on a dit tel a volé de l'argent ou tel a pris l'argent. On ne connaît pas la destination des fonds. Non. On a dit qu'il y a eu des irrégularités qu'il faut corriger. La procédure n'a pas été respectée. Il faut tenir compte des comptables qui sont dans ces institutions-là. Et voilà comment on doit faire les choses. Donc c'est clairement dit dans le rapport. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Je pense que nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, Pélé, bonjour. Et allez-y. Oui, bonjour, monsieur Pélé. La confirmation de ce que le président nous a dit, il y a une espèce d'attaque à la CNDI, que personne ne peut pas le toucher. Donc, je pense que vous, en tant que honorable, à l'Assemblée, vous dites que vous êtes bien opposant à l'Assemblée. L'Assemblée, elle a contrôlé l'action du gouvernement. Je pense que ce rapport vous a échappé. Je ne sais pas si vous avez fait un travail avant le rapport des comptes. C'est-à-dire, vous l'avez dit comment la Covid, les choses de la Covid se sont passées. Est-ce que vous avez travaillé en amont avant que la Cour des comptes nous donne ce tel affaire de nous donner? Je pense que tout ça là, ça fait que l'indignation de la population va encore augmenter. Parce que vous êtes là, c'est vous qui avez installé l'état d'urgence sanitaire. Quand le gouvernement même demande 6 mois, vous leur avez donné 1 an, il faut aller encore de plus. Alors, ils l'ont fait. Le travail qu'ils ont fait, on a vu dans tout ce qui s'est passé dans ce pays, on a vu la Covid. Et là, vous n'avez même pas touché un bout de doigt de vous dire que voilà, il y a ça. Et que la Cour des comptes doit nous dire ce qu'ils sont en train de nous dire que le gouvernement dit non, que le rapport, on l'a écouté et dit c'est fini. Merci. Mais en tant qu'opposant aujourd'hui à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez nous dire à ces gens qui ont payé encore une fois de l'argent de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nana FM, allô? Bonjour. Michel, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, je crois que ce que vous devez faire, vous l'avez fait quand même à l'Assemblée nationale, comme vous dites. Mais j'ai l'impression quand même que vous étiez impuissant, puisqu'il n'y avait pas la majorité qui puisse effectivement insister. Sinon, monsieur l'honorable député, comment imaginer un logo pareil là, même à 150 000? Franchement, ça veut dire qu'on nous doit ou bien on donne l'impression que
l'action de l'État, c'est que tous ces justificatifs devaient parvenir à la Cour des comptes pour que les conclusions de ces cours-là nous pensent peut-être pas vers ce que nous avons aujourd'hui. Si l'on fait, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et donc, moi je dis tout simplement que ces actes-là, il y a eu une malversation. Il ne faut pas qu'on se le cache. Un nouveau palais à 150 000, c'est une chose. Donc, moi, je pense que, en tant que député, vous avez fait ce que vous pouvez faire, mais il faut mieux que ça ici, on peut citer des cas de crimes économiques qui n'ont jamais trouvé de solution. Merci. Donc, on est toujours dans la même chose. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Le prophète. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gallo. Mais vous avez dit quelque chose, mais que là, je ne suis pas d'accord avec vous, honorable. Vous l'avez dit, même chez les ministres du gouvernement d'édition, il y aura toujours ministre RPT, ministre, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. C'est pas de ça, cette décision ne servira pas de leçon aux autres. C'est comme si tout le monde est volé dans toute famille. Oui. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Cette décision servira de leçon. Il faut qu'il y ait une démission s'ils sont coupables. Tout le monde n'est pas volé dans une famille. Peut-être d'autres ministres peuvent faire mieux. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Garo. 80 09 71 71 dans l'FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur le député. Oui, bonjour, monsieur Bass. Je voudrais poser une seule question, monsieur le député. Oui, allez-y. Pourquoi quand vous avez convoqué les ministres pour des explications, vous ne leur avez pas demandé de retourner voir la Cour des comptes, pour voir leur rapport, s'entendre avec la Cour des comptes et avant de revenir vous voir. Le pourquoi je dis ça, quand on parle de Cour des comptes, on parle de comptabilité, et comptabilité très fine. Je suis sûr qu'il y a des comptables parmi nos députés, mais ils n'ont pas cette finesse qu'ont les gens des cours des comptes. Donc l'analyse que vont faire ces messieurs de la Cour des comptes, les députés ne pourront pas les faire. Donc vous devez attendre la réponse ou bien l'approbation de la Cour des comptes avant de reprendre les ministres et les recadrer. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71. Papa Sibiti, bonjour. On vient de vous le dire, monsieur Gabou, vous n'êtes pas appelé comme nous, mais vous avez le nom. On a arrivé, monsieur le président. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Comment ça va? Et avant de continuer, Oui. je voudrais faire une mise au point. Quand les gens viennent à la radio et que c'est pas pour inciter le gouvernement, on ne les considère pas. Hier, pour l'électricité, ce qui nous a dit nous est important, ce que nous pouvons faire, vous savez moi, il faut qu'il se respecte et nous respecte. C'est ça. Attention. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Maintenant, nous sommes d'accord en mentalité. Nous avons fait jamais. Bon, maintenant, mon président, sagement, où est-ce que nous dirons? Le Togo a plus de problèmes qu'il faut voir quand vous venez vous le dire. Cette affaire de coup d'État. Donc, comment, je dis le quoi? Il faut l'arrêter pour avancer. Ça ne servira à rien. Je vous assure, nous n'aurons pas le député et le président qui parlent, nous sommes fermes, c'est mon oncle. Ils ont plus de aller. Est-ce que nous allons en finir? Il faut aller vers les djihadistes, supprimer tout pour convaincre, pour tuer les gens là. Aller en Tunisie, aller là-haut, pour qu'on concepte de maltraiter les Africains. C'est ça cette affaire-là. Merci. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On peut prendre encore un dernier auditeur. 80 09 71 71 dans l'FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Oui, vous avez la parole. Oui, bonjour. Monsieur
Oui. Monsieur Kokou, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Concernant la commande du riz, Hmm. moi je voudrais savoir, est-ce que les députés, ils ont eu le courage de nous maintenant, le gouvernement fait le commerce à la Monsieur Kokou, allô? Vous avez dit par rapport au commande, est-ce que les députés ont eu le courage de faire quoi? poser la question au gouvernement. Hmm. Quelle était la marque du riz? Parce que moi, on n'a jamais eu la marque du riz sur le marché. Hmm. Est-ce qu'ils ont eu le courage de demander quelle était la marque du riz? Oui. Et est-ce que c'est le gouvernement qui fait le business maintenant? Ils ont commandé le riz, ils ont donné au profit. Comment est-ce que ça se passe? Hmm. Merci à vous aussi. Je pense que... Madame ici, allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, je vous ai pris comme ça, quoi. Hmm. Je n'ai pas très bien suivi, mais je sais que c'est M. Dapara qui est là. Oui. C'est lui, d'accord. C'est le député. Oui. Je demande toujours honorable, tout ça là. Pourquoi on vous appelle honorable? Et ça, il n'y a pas que nom en France, hein. Bon, c'est juste pour rigoler. D'accord. Bon, pour l'histoire de la Cour des comptes, là, Mm. qui nous prend aussi pour des cadres, tout le monde nous prend pour des cadres dans ce pays. La Cour des comptes n'a sorti que ce rapport-là. Hein, milliers parmi les millions, quoi. Et puis, les gens jasent dessus. Les députés qui sont là-bas aussi ne pourront rien faire. Vous ne pouvez rien. Donc, voilà, quoi. Merci Vous beaucoup. pouvez rien. Merci, Ce que merci. je sais, c'est que vous avez voté des lois contre la population. Vous avez touché à la Constitution en arrivant là-bas. Nous disons merci beaucoup merci à madame ici. Alors, honorable, vous avez suivi les uns et les autres. On ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, Pelé qui pense que le rapport de la Cour des comptes vient confirmer les propos du chef de l'État qui disait entre-temps qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Et il demande, est-ce que vous avez vous-même fait un travail en amont par rapport à la gestion qui a été faite de la maladie de Covid? Est-ce que vous, en tant que député, vous avez fait un travail en demandant comment est-ce que les choses ont été gérées avant que la Cour des comptes ne fasse sortir son rapport? Au-delà de ce rapport, j'aimerais que les gens retiennent aussi que le Togo est l'un des rares pays africains à avoir le satisfecit et les félicitations de la communauté internationale par rapport à la gestion de la Covid. D'accord? Donc, le rapport, c'est pour ça, il faut qu'on fasse des débats sans passion. Les gens sont tellement aigris, les gens souffrent tellement qu'il y a souvent des amalgames. Qu'on nous dise qu'on a bien géré le Covid, qu'on a su anticiper, et le gouvernement, comme moi je suis un opposant, mais je n'ai pas peur de le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est la communauté internationale. Qu'on a bien géré le Covid, il y a eu moins de morts, on a été prompt à réagir contre d'autres pays africains qui ont tardé, où il y a eu plus de décès. Ça, c'est un fait. Maintenant, l'autre chose, c'est que l'argent qu'on nous a envoyé et que nous avons mobilisé, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est là où la Cour des comptes intervient et dit qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Chaque institution fait son travail. Donc, revenir sur l'affaire d'une minorité, c'est comme dans tous les pays, et le chef de l'État lui-même, il a reconnu. Donc, mais, au-delà de le reconnaître, il faut maintenant des actions fortes pour lutter contre la corruption, pour lutter contre ceux qui détournent les deniers publics. Parce que quand vous volez l'argent de l'État, vous êtes un criminel. Quand vous volez l'argent de l'État, vous êtes un criminel. Parce que c'est l'argent qui doit servir à faire l'eau potable, à faire les hôpitaux, à faire... Oui. Quand vous voulez vous enrichir, allez dans le privé, on va vous accompagner. On va vous accompagner, on va vous faire des avantages, tout ça. Si moi je suis ministre, peu importe votre bord, on vous accompagne. Parce que c'est le pays qui s'enrichit. On vous accompagne. Mais quand vous êtes à l'État, c'est un sacerdoce. Vous avez décidé de vous sacrifier pour le plus grand nombre. Faites-le, mais sans voler. Parce que quand vous volez, c'est moins de forage. À chaque fois que quelqu'un vole l'argent public, c'est moins de forage, c'est moins d'hôpitaux, c'est moins de carburant pour que les patrouilles circulent pour la sécurité des paisibles populations. En réalité, c'est ça. Donc, c'est à condamner.
Alors, Péléki vous demande maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'espèce? Comment et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut punir les gens. Quand quelqu'un vole, il faut le punir. C'est pour ça qu'il y a des institutions. Il y a Alpucia, le procureur lui-même, il peut s'auto-saisir d'un certain nombre de dossiers. Mais là où les gens ont raison, on n'a jamais vu ça au Togo. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'est auto-saisi d'un dossier ou bien une institution qui dit voilà, les gens soit doivent rembourser, soit doivent démissionner. Ça, on ne l'a jamais vu. Et il faut que ça commence. Michel et puis Madame ici qui pense que aujourd'hui vous en tant qu'opposition à l'Assemblée nationale vous êtes impuissant devant certains dossiers. Non, nous faisons beaucoup, mais simplement que nous avons un discours qui ne plaît pas aux gens parce que pour eux il faut venir ici insulter tout le monde, dire que le gouvernement n'est pas bon, il faut qu'il démissionne et là ils sont contents. Ils ont une bonne journée, mais le débat n'est pas là. Les gens ont fait ça pendant 30 ans, ils n'ont eu aucun résultat. Pourquoi vous voulez qu'on continue pas à faire la même chose? S'il y avait des résultats, nous ne serions même pas opposants. Ceux qui viennent insulter, ceux qui viennent, ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils sont de l'opposition, mais ils ne disent pas la vérité. Ils agissent sur la passion, ils prennent des débats, ils en font des débats politiques, ils n'expliquent pas. Ce n'est pas technique leur raisonnement. Mais ces gens-là, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'une élection, deux, quand les gens se rendent compte que, fatalement, les gens vont se détourner de vous. Donc, il n'est pas bizarre de dire que vous pouvez avoir 50%, 5 ans après, vous pouvez vous retrouver à 30%, et 5 ans après, même avoir 4%. Alors, M. Gallo qui n'est pas d'accord avec vous, parce que selon vous, la démission, même quand il y aura démission, ce sont que des ministres unis qui vont encore arriver. Mais il dit la démission va servir de leçon aux autres qui vont arriver. Mais on se comprend, mais on ne dit pas forcément la même chose. Mais moi, je le comprends. Peut-être lui ne me comprend pas. Sinon, on se comprend. La démission, c'est une bonne chose. Quand des gens fautent, il faut qu'on les pousse à démissionner. Ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Mais moi, en tant qu'opposant, je dis même si le gouvernement tombe, c'est des ministres unir qui y aura là-bas. Ce n'est pas des ministres PDP. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en réalité, il revient à leur chef de prendre cette décision. Ce n'est pas à moi de prendre la décision. C'est pas, nous, ça ne nous concerne pas en tant que tel. Mais s'il y a un scandale et il y a un ministre où les gens appellent à la démission, oui, ça existe dans n'importe quel pays au monde. Alors, Massa Dadido Gomeki vous demande pourquoi, quand les députés étaient venus, vous ne les avez pas demandé de retourner. Les ministres, pardon. Vous ne leur avez pas demandé de retourner à la Cour des comptes pour. La procédure, c'est pas ça. C'est pas à nous de dire retourner, non. Il y a des explications. Il faut tenir compte du rapport de 2021. Il faut voir si les procédures ont été respectées et améliorées en 2021. Il y a le rapport de 2022. Et il y a une commission qui est chargée au Parlement de ces affaires économiques, qui est la commission permanente des finances. Donc, qui s'occupe de ces affaires. Donc, il peut faire également des rapports qu'on peut envoyer à la hiérarchie pour que qui de droit se saisisse de ce rapport et en fasse ce qu'il veut. Kokou, de M. Kokou qui vous demande par rapport à la commande du riz, est-ce que vous avez demandé au gouvernement, vous avez eu la capacité ou le courage, comme il a dit, de demander au gouvernement quelle était la marque? On a toujours le courage. C'est ça qui nous caractérise. Voilà, la marque de riz, et puis demande est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement fait du business? Non, c'est Olam, on sait où on a commandé du riz en situation de crise, combien de personnes. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait rupture de chaîne de l'approvisionnement. Si le gouvernement ne se saisissait pas de ce dossier, on n'aurait même pas de riz pour manger. En réalité, c'est ça le débat en réalité. Et dans ce cas, le gouvernement était responsable. Et le gouvernement ne devient pas un opérateur économique. Ça, c'est des cas exceptionnels. On commande, on donne, on récupère l'argent. On met le riz à votre disposition, à la disposition des grossistes. Mais le gouvernement n'a pas rôle de devenir un opérateur économique. Et ils l'ont dit d'ailleurs. Alors, il y a un auditeur qui me demande sur WhatsApp, est-ce que votre visite au Maroc, ce qui veut dire que dans les années à venir, on aura ces cours dans ces universités, mais sur place ici à Londres? Oui, possible. C'est pour ça que j'ai dit, c'est fort probable qu'au niveau même de notre entité privée, qu'il y ait un accord de partenariat avec ces universités pour que les étudiants togolais puissent bénéficier également des avantages de ces partenariats. Alors, quels sont vos programmes pour l'année 2023 honorable? On fait notre rentrée parlementaire. Je profite de l'occasion pour souhaiter une rentrée parlementaire à l'ensemble de nos collègues. Et je crois que cette législature rentrera définitivement dans l'histoire parce que nous avons modifié la Constitution, nous avons limité les mandats. Et c'est nous qui l'avons fait, c'est à notre actif. Qu'on monte, qu'on descende, c'est nous qui l'avons fait. Et il y a beaucoup de lois que nous avons votées. Nous-mêmes, en ce qui nous concerne, nous avons déposé
3 propositions de loi qui ne sont pas passées parce que nous sommes minoritaires. La première proposition de loi était sur le bail à usage domestique. Mais au moins, il y a eu un arrêté. Donc, c'est une victoire à mi-parcours pour nous. La seconde était sur un fonds de soutien à l'enseignement privé. Mais vu que le gouvernement n'a pas réagi, nous-mêmes, nous avons commencé par le faire d'une autre manière. En envoyant des boursiers, en finançant les études. Et l'année prochaine, pour notre université privée, bon, c'est institution d'enseignement privé. Au Togo, il n'y a pas d'université privée. Il y aura un quota que nous allons définir pour les orphelins. Il y aura un autre quota que nous allons définir pour faire un programme social. Donc ça, c'est notre part, c'est notre contribution à l'effort du gouvernement, à l'effort de la communauté nationale. Donc, vous voyez qu'il y a des choses quand même que nous sommes en train de faire. Et au niveau du Parlement, il y avait une troisième proposition aussi qui n'est pas passée. Mais cette année, nous sommes en train de voir le secteur de la santé, le métier des microbiologistes. On est en train de voir est-ce qu'on peut faire une proposition de loi dans ce sens. Maintenant, pour le parti politique, on a des échéances. La CENI a été mise en place, les CELI seront mises en place. On est en train de faire le comité de liste et cartes. Le recensement va commencer. J'inviterai à ce moment la population à aller se faire recenser, à aller se faire recenser pour qu'on puisse avoir des élections paisibles. Il est important. Actuellement, quand j'entends le discours de l'ensemble des leaders politiques, y compris ceux de la DMK, je suis content parce que pour une fois, tout le monde sera aux élections. Ça permettra de jauger le poids politique de chaque parti. C'est véritablement important. Même ceux qui sont dans le regroupement, s'ils ont un score, ça sera le score du regroupement, c'est pas grave, mais au moins, on sait qui est qui. Et moi, ça ne me dérange pas, puisque je n'ai même pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, on va les laisser. Nous, on se prépare dans 83 mois, en 2030, pour que nous puissions, tous ces gens-là leur dire, calmez-vous, vous avez formé une jeunesse digne qui va reprendre, et on va travailler avec tous les deux bords. Et ces derniers temps, je dis quelque chose, je préfère être au centre, vivre mieux au centre, vivre en paix au centre, que de mourir aux deux extrêmes. Alors, il y a quelques jours, les FDR ont appelé à une coalition, à toutes les forces vives de la nation. Est-ce que vous Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Non. Personne n'a posé des questions ici. Oui, mais est-ce qu'ils y croient? Bon, je me pose la question et je réponds. Vous permettez? Oui. Puisque c'est vous qui posez les questions. Voilà. Moi, je me pose la question et je réponds. Oui. Eux-mêmes, est-ce qu'ils y croient? Mais non, arrêtons de faire ça. Les gens aiment faire des choses pour plaire aux gens, mais après, les bisbis là, c'est encore entre eux. Est-ce que vous m'avez vu une fois me quereller avec quelqu'un? C'est encore entre eux. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Est-ce qu'ils y croient? Il n'y aura pas de coalition, donc arrêtons ça. Allons aux élections, on connaît le poids politique. Si j'ai 2, je sais que j'ai 2, je travaille. Si j'ai 5, je sais que j'ai 5. Si j'ai 10, je sais que j'ai 10. Il n'y a pas de... Non. La vie, c'est le travail. C'est le travail, c'est la méthode et c'est le temps. Si aujourd'hui le président, par exemple, M. Maître Apevon prend son téléphone, vous appelle... Je vais l'écouter. Est-ce que vous irez... Non, mais je vais l'écouter. Mais je ne... Moi... la coalition que je forme avec, disons, l'accord que j'ai avec M. Directama, c'est parce que nous avons les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas mettre les gens ensemble parce que on dit qu'il faut qu'on soit ensemble. Ça n'existe pas en politique. Même en affaires, ça n'existe pas. La politique, c'est une question de stratégie. C'est une question... Donc, si les gens n'ont pas intérêt à être avec vous, pourquoi vous voulez les obliger à être avec vous? Allez aux élections, on verra le poids politique de chacun. C'est tout. C'est aussi simple. Maintenant, si FDR veut faire une coalition avec d'autres, pour aller aux élections, c'est leur droit. N'importe qui peut faire une coalition avec n'importe qui pour aller à une élection. Même des fois, c'est des coalitions contre nature. Hein. On a vu même au niveau du Parlement, au niveau de la France, il y a des postes qui ont été gagnés parce que la mouvance a voté pour le Front National. Mais comment vous pouvez expliquer ça? S'il n'avait pas le soutien du Front National, il n'aurait pas occupé ces postes. Au niveau des régionales, au niveau des locales, au niveau même de la France, il y a des régions où il y a eu coalition entre la majorité et toujours le Rassemblement national. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Des fois, c'est circonstanciel, des fois, c'est dans une circoncision et ça dépend du type d'élection. Ça, vous ne pouvez pas le faire à la présidentielle. Parce qu'à la présidentielle, c'est un homme qu'on vote, un projet de société qu'on vote. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme. C'est un homme qui incarne l'ensemble du pays. Ça, c'est différent. Mais dans les régions, si vous êtes même mon adversaire et que dans une commune, nous pouvons nous entendre
et je me rends compte que vous avez plus de conseillers que moi, je vais voter pour vous pour que vous puissiez prendre la mairie. Parce que je vous connais, je sais de quoi vous êtes capable. Ça ne me gênerait pas de venir expliquer mon vote par rapport à cette commune. Moi, non, ça ne me gêne pas. Alors, si vous avez un message à l'endroit de la population, surtout à votre base, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. C'est qu'on a un très beau pays. On a un pays magnifique. Les gens ne peuvent pas se rendre compte. Quand on dit souvent la paix, la sécurité, les gens pensent que c'est l'amusement. C'est quand vous allez dans des pays insécures que vous vous rendez compte c'est quoi la sécurité et la paix. C'est très important. Il faut qu'on conserve ça. Nous avons la stratégie. Nous sommes un petit pays, mais stratégiquement, nous sommes à... Notre positionnement nous permet de devenir une nation puissante. Je pèse bien mes mots, puissante. Il faut qu'on puisse intérioriser ça et prendre conscience de ce fait et travailler pour construire un pays modèle. Un pays modèle sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, où les autres viendront s'inspirer. Ça a déjà commencé. Et la présidence que nous voulons incarner, et comme je l'ai dit, il reste 83 mois pour qu'on soit en 2030, pour que nous soyons présidents. Ce que nous voulons incarner, c'est la réussite économique d'Alassane Ouattara. C'est la réussite diplomatique et sécuritaire de Faure Gnassingbé. C'est le respect qu'incarne Paul Kagame, parce qu'on doit nous respecter. Et le respect, nous, on ne le négocie pas, on l'exige, pour qu'on puisse d'abord discuter à faire. Et pour finir, l'audace de Patrice Talon. Nous avons un pays magnifique que nous devons construire ensemble, et je crois que c'est le centre qui va nous offrir cette alternance, parce que pour nous tous, c'est mieux de vivre au centre que de mourir aux deux extrêmes. Disons merci à l'honorable Innocent Kabara. Il est député PDP à l'Assemblée nationale. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en œuvre. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube Norbert Douadi. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.